autour de la table. Sylvie Matera, Mathieu Plane et Ludovic Dessauté. On discutait pendant la publicité comment résister au charme des voitures électriques chinoises. C'est vrai qu'elles sont très belles, elles ont la meilleure technologie et elles sont 30 à 40% moins chères. Donc on se demande un peu comment, dans ce cadre-là, l'industrie automobile européenne va se défendre. On les voit, en tout cas à Paris, en région parisienne, exploser un peu de partout, ces voitures chinoises. C'est dans ce cadre-là que la Commission européenne a publié des lignes directrices qui devraient permettre aux constructeurs chinois de définir des prix planchers. C'est un peu technique, on va y revenir ensemble, pour compenser leurs subventions publiques. Alors, la Chine salue une avancée que Bruxelles minimise, mais l'idée, ça serait que derrière, on enlève les surtaxes sur les voitures chinoises, c'est ça, Ludovic ? Vous l'avez parfaitement expliqué, Raphaël, à l'instant, c'est-à-dire que plutôt qu'être dans un régime aujourd'hui de droit de douane, qui est le régime européen, et qui est un régime classique vu de la Maison-Blanche, on va dire, oui. Et d'imposer... L'Europe ouvre un dialogue. Alors, on va voir, la réaction chinoise est positive à ce stade-là, mais on va voir, après, ce dialogue va prendre des mois et des mois, en se disant, définissons, par catégorie de voitures, selon le niveau d'équipement, la puissance et tout ça, ce qu'on appelle un prix plancher, c'est-à-dire un prix sur lequel ces voitures, en dessous duquel ces voitures n'arriveront pas en Europe, et qui doit normalement faire que toutes les subventions de l'État chinois soient retirées. C'est-à-dire, c'est réaligner un peu la concurrence. Non, mais alors, pardon, les droits de douane servent à ça, donc ça veut dire que les recettes qu'on va engendrer, nous, en Europe, grâce à ces droits de douane, finalement, vont repartir chez les constructeurs chinois. C'est ça la logique, Mathieu ? L'accord potentiel politique, parce que, là, vous avez raison, il vaut mieux avoir des droits de douane qui vous récupérez, qui vous font des recettes fiscales, que d'augmenter le prix des imports sans droit de douane. Mais en disant, vous mettez un prix plancher mais pas de droit de douane, ça veut dire que vous ouvrez une négociation commerciale aussi pour les exportations européennes vers la Chine, qui pourraient être moins taxées. Il y a un certain nombre de produits, nous, par exemple, sur la question du cognac, il y a aussi, etc. Ça pourrait le lait, le porc. Il y a eu des rétorsions. Il y a eu des rétorsions sur le porc aussi, donc ce serait une arme de négociation, surtout. Mais c'est vrai qu'au fond... aujourd'hui, il y a entre 8 et 35%, je crois, de droits de douane sur les véhicules électriques. Depuis novembre 2024, effectivement, les droits de douane ont augmenté jusqu'à 35% sur les véhicules économiques chinois. C'est vrai que ça a entraîné une sorte de guerre commerciale et des rétorsions chinoises sur cognac, lait et porc. Donc voilà, donc ça c'est la négo, mais ça n'a pas empêché aussi le déferlement important. On parle de BYD, qui a encore, je pense, 2 ans, quasiment personne connaissait. Maintenant, tout le monde connaît, on fait qu'en voir. Je crois que le nombre de véhicules chinois vendus en Europe est passé. Je crois qu'on en a eu 730 000 cette année au niveau de l'Union européenne. C'était à peu près 500 000 il y a un an. C'est-à-dire que c'est une hausse calculée de 40% en un an, malgré les droits de douane. C'est colossal. Donc c'est colossal. Ils sont en train de manger complètement le marché électrique, avec un avantage compétitif qui est incroyable. Mais qui est incroyable. C'est-à-dire que du coup, le consommateur se retrouve confronté presque à des questions morales. Est-ce que je dois ou pas acheter ? Le patriotisme économique. Si vous enlevez la question morale, vous l'achetez, parce que c'est tellement attractif en termes de qualité-prix, sachant que, bien sûr, ils ont un gap énorme d'avance sur les technologies électriques. En plus, ils fabriquent les batteries, ils ont des stockages, etc. Ils subventionnent cette industrie-là. Donc, si vous avez une vision purement libérale des choses, vous pouvez dire le consommateur est gagnant. Est-ce qu'une économie, c'est un très beau débat philosophico-économique, est-ce qu'une économie peut tenir sur sur la morale des consommateurs ? Je ne crois pas une seule seconde, moi, personnellement. Ça va être dur quand on voit le prix. Je rajoute un élément, mais on se retrouve, et j'allais dire, c'est le long terme qui le dira, est-ce que Bruxelles, les lignes qui ont été posées par Bruxelles hier sont positives ou pas, c'est l'avenir qui va le dire. C'est un peu comme la négociation avec Ursula von der Leyen et Donald Trump cet été qui arrive jusqu'au 15%, c'est-à-dire que c'est le temps qui va le dire. Il y a un changement de méthode, on va dire. Dans le changement de méthode, je pense qu'il y a un autre paramètre qu'il faut intégrer, c'est le fait aussi que notre propre constructeur automobile sont en train progressivement de passer en mode chinois. C'est-à-dire la dernière Twingo est un produit conçu en Chine, chez Renault. Geely est présent chez Renault. On est dépendant de technologies. Il y a un accord entre Geely et Renault. Et autres. Donc ça veut dire que aujourd'hui, c'est pas, et Volkswagen est dans la même position. On n'est pas juste sur des constructeurs qui se font la guerre. C'est que c'est pas au plan commercial
commercial, mais au plan technologique, au plan de la conception de la production, on a deux industries européennes et chinoises sur l'automobile qui sont en train de s'entremêler. Donc ça acte ça aussi. Ça acte le fait que les positions sont plus comme ça frontales. On va voir ce que ça donne. Oui. Ça peut être une voie de sortie, la coopération plutôt que la guerre commerciale. En fait, c'est aussi montrer. Mais entre la France et la Chine, est-ce qu'on se fait pas manger tout cru C'est le risque. par le géant chinois. Non, mais c'est le risque. C'est pas tellement s'entremêler. Je trouve qu'on a une très forte dépendance vis-à-vis de tous les matériaux, terres rares par exemple. Je veux dire, la Chine est propriétaire des sources de terres rares de près de 80% au niveau mondial. Donc là, là, je n'ai pas compris l'aveuglement. Tous les autres pays qui ont laissé la Chine prendre possession de cette... c'est un trésor aujourd'hui. Alors des terres rares, il n'y en a absolument partout, contrairement à ce que l'on dit. C'est les capacités de raffinement et de traiter ces terres rares qui effectivement est entre les mains des Chinois. Exactement. Et là, on est totalement dépendant. Donc en fait, on est dépendant d'eux, on s'entremêle par la force des choses, parce que pour faire des voitures électriques, on a besoin de ces batteries. Oui, on est soumis à la dépendance, quoi. Mathieu Plane. Je pense que en fait, cet effet-là sur le commerce européen va être certainement plus fort que même les droits de douane américains, c'est-à-dire les surcapacités de production chinoises qui cherchent en fait des débouchés aujourd'hui avec les États-Unis qui sont quasiment fermés. En fait, l'Europe est la cible privilégiée. C'est le premier marché commercial au monde. Bah oui. Et donc, on l'a vu déjà. On l'a vu déjà. Alors, une augmentation des exportations. Exactement. Voilà. Et ça va assez vite. Moi, je vois, il y a deux façons de voir les choses. Soit on dit, on accepte d'avoir perdu la guerre de la voiture électrique, et on dit, profitons des bas coûts chinois et des subventions chinoises, parce que finalement, ils subventionnent leurs produits pour les vendre ici. Et donc, le consommateur sera gagnant. Il faut cibler d'autres choses. Soit on considère que l'industrie a encore de l'avenir. Il va falloir avoir une réaction forte. Soit fermer, effectivement, remettre des droits de douane plus sévères. Parce que je rappelle quand même que les Chinois ont un gros excédent commercial vis-à-vis de l'Europe. C'est ce qui n'est pas le cas des États-Unis vis-à-vis de l'Europe. L'Europe, nous, on a un excédent sur les États-Unis. Donc, ce n'est pas les mêmes rapports de force. Sur les biens. Pas sur les services, mais sur les biens. Sur les biens. Là, je suis que sur les biens. Mais soit on accepte et dire, tant pis, c'est fini, et on profite des prix bas pour le consommateur européen. Soit on dit, il y a un avenir, et à ce moment-là, il faut se protéger, et il faut faire comme les autres. C'est-à-dire qu'il va falloir avoir une vision stratégique sur l'automobile, y compris, est-ce qu'il faut subventionner, créer des technologies vertes, les batteries, le stockage de batteries, tout ça. Il y a une vraie filière industrielle européenne. Et en fait, le truc, c'est qu'on en est très loin. Je me demande si c'est pas trop tard déjà. Mais voilà. Donc si on pense que c'est trop tard, est-ce que ça vaut le coup ? Franchement, je me demande si c'est pas trop tard. Et en plus, alors les 13 millions de salariés de l'industrie automobile européenne qui vous écoutent tous, ils sont tous branchés sur les experts BFM Business. En ce moment, le débat, d'avoir peur si on dit qu'il n'y a plus rien. On va faire repousser l'échéance de 2035 pour les véhicules électriques pour permettre de sauver ce qui reste de véhicules thermiques en Europe. Donc c'est pas comme ça qu'on va prendre ce débat, et qu'on va adopter, qu'on va essayer de faire comme les Chinois sur l'électrique. Puisque nous, on est dans une position extrêmement défensive en Europe. Donc c'est pour ça, c'est peut-être un peu triste, mais je me dememde si on n'a pas déjà la solution, qui est de dire non, c'est trop tard. Parce que si on veut être compétitif, il faut être capable de produire des voitures à peut-être pas à ce prix-là, mais au niveau de gamme équivalent, et que le consommateur soit prêt à accepter à payer un peu plus cher pour sauver son industrie européenne aussi. C'est comme ça. Alors, pour l'instant, le débat, c'est on recule au-delà de 2035 cette obligation. Donc en fait, on n'est pas prêt à cette mise à niveau. Est-ce qu'il n'y a pas un sujet sur les transferts de technologie aussi ? C'est un débat qui est à Bruxelles en ce moment, et des textes qui se préparent sur venez les produire. Bien sûr. Chez nous, vos voitures, avec des usines qui sont en train de s'installer aussi en Europe. Des factories dans le nord de la France qui sont installées pour produire des batteries, on va dire. Et pour des raisons aussi logistiques et des besoins pour les constructeurs français et européens, parce que les batteries, ça pèse lourd, c'est compliqué en logistique, et il y a un moment, il y a un calcul qui est fait, c'est plus simple, avec beaucoup de subventions locales, je veux dire, et de l'État pour qu'ils s'installent. On leur a fait dépendants. Après, je trouve que l'analyse de Sylvie est très juste. On n'a pas la main qui tremble, c'est-à-dire, est-ce qu'il faut mieux miser dans une industrie et tenter de la sauver alors qu'elle doit faire un virage? Et pour l'instant, honnêtement, son jeu de mots, c'est l'industrie automobile. C'est la sortie de route. C'est-à-dire que, honnêtement, elle a mal négocié le virage à ce stade-là. C'est-à-dire sur des normes qui allaient évoluer, la fin du thermique, là, ils se retrouvent un peu comme des lapins pris dans le phare en disant on ne va pas y arriver et tout ça.
Mais il y a d'autres problématiques aussi, c'est-à-dire que le marché aussi n'a pas suivi, c'est-à-dire qu'il y a eu des problèmes de primes, l'État n'est pas resté constant dans l'accompagnement de l'électrification, et notamment chez les professionnels, pour les véhicules professionnels, qui est un enjeu majeur, qui est un enjeu profond dans le parc automobile. Donc oui, il y a des grands ratés, et il y a un nouveau grand raté des États, parce que là c'est au pluriel, c'est pas que la France, c'est au niveau européen, sur l'accompagnement de cette transition qu'il faut stimuler. Et si on ne stimule pas, on voit que cet accompagnement ne se fait pas. Après, c'est compliqué. Ce qui est malheureux aujourd'hui, c'est que, on va dire, on est sur une des zones qui était la zone historique de l'automobile. On est dans l'automobile. Ça fait partie de l'histoire quand même de l'Europe. Technologique. Il y a des erreurs manifestes qui ont été faites par des entreprises privées de taille importante, au point même d'aller, j'allais dire, truquer les chiffres. Je pense à Volkswagen. C'est-à-dire, on en a été réduit à ça. C'est-à-dire que c'est un secteur qui n'a pas vu venir, qui stratégiquement, oui, depuis 15 ans, 20 ans, s'est planté. C'est-à-dire qu'il y a des choix qui ont été des choix malheureux sur le fait de rester bloqué sur des technologies sur lesquelles il y avait une énorme maîtrise, mais on n'a pas vu le coup d'après, la rupture. Et la crainte, c'est est-ce que on n'est pas en train de rater l'autre coup dans d'autres domaines comme l'intelligence artificielle. Exactement. Moi, je trouve ça un petit peu désolant, notre débat ce matin, parce qu'on est tout le temps en train de... Non, mais c'est vrai. C'est une spéciale sacrifice. On n'est pas... Je ne l'avais pas placé sous un thème extrêmement positif non plus. On ne va pas se mentir. C'est un peu Demain, on fera le rebond. Parce qu'on est tout le temps en train Les espoirs. Oui, il faudrait quand même trouver quelque chose de positif. Et c'est vrai qu'on a du mal, parce qu'on a complètement raté ce virage. Enfin, et maintenant, on parle tout le temps de la même chose en réalité. C'est un problème de planification, d'anticipation et de vision long terme. On manque tous de vision à long terme. Après, bon, l'industrie automobile n'est pas morte non plus. Dépendance au ce qu'on appelle au sentier. C'est-à-dire que comme on était très fort sur le thermique, notamment les Allemands, effectivement, alors que les Chinois, en fait, ils ont fait... En fait, la rupture, elle a été immédiate. C'est-à-dire que comme ils n'étaient pas thermiques, ils sont passés direct à l'électrique. Ils ont fait ce qu'on appelle le leapfrogging, le saut de grenouille. Ce qu'on fait en Europe, et qui est quand même aussi... c'est-à-dire qu'on a, au lieu d'accompagner cette transition, ce qu'il aurait fallu faire, on a mis une réglementation en disant c'est pas compliqué, vous allez vous débrouiller, parce que de toute façon, à partir de 2035, on ne pourra plus avoir de véhicules thermiques. Donc on a mis une réglementation qui maintenant panique à peu près tous les constructeurs, et donc on va être obligé de revenir sur cette date, au lieu d'avoir essayé d'aider à la transition. Donc c'est pas la démarche qu'il faut faire. Je veux dire, on met pas d'abord une règle avant de voir comment on y arrive. On essaie d'accompagner cette évolution, et après on met une règle quand on voit que tout le monde peut y passer. Le modèle industriel chinois, c'est de mettre des centaines de fabricants en compétition les uns avec les autres, avec une progression malthusienne qui fait qu'il en reste 2 ou 3 à la fin. C'est plus efficace, ça, Ludovic ? J'avais envie de donner de l'espoir à Sylvie, du coup, parce que c'est évidemment, on peut avoir une vision trouble. Alors, il y a quand même 2 paramètres juste. D'abord, il y a eu la période Covid qui a pas facilité les choses. C'est une réalité, et qui est mal tombée, j'allais dire, dans la chronologie par rapport à la rupture thermique. Puis il y a le désalignement européen, c'est-à-dire que les Allemands sur la construction automobile ont toujours, ont eux aussi commencé à prendre le virage, mais depuis longtemps pariaient plutôt sur le fait, et ce qui était vrai sur le premium en automobile, le fait qu'il y avait un marché chinois, et donc ils ont laissé ouvert aussi, j'allais dire, ce canal-là, au détriment d'autres constructeurs qui n'étaient pas sur le premium, comme les constructeurs français, italiens et autres. Donc ça, il y a le désalignement classique européen. Après, il y a de l'espoir, et ce que dit Raphaël est très juste, dans le sens où c'est pas parce que nous on voit arriver des BYD progressivement, et plus que des Tesla, j'allais dire, c'est en train de noyer la Tesla progressivement, c'est visuellement en tout cas. Mais sur le marché chinois au sens strict, il y a quelque chose de darwinien qui va s'appliquer aussi. Il y a plusieurs centaines de constructeurs. On va finir sur avec des surcapacités absolument dingues. On est dans un régime de vente à perte aujourd'hui sur le marché chinois, je parle. C'est-à-dire que vraiment. Donc il y a aussi un effondrement chinois qui va se jouer. Alors pour l'instant, l'Europe est un déversoir. Ça c'est la mauvaise nouvelle du moment. Ah oui. Qu'on a un déversoir. Ce qui est dingue, c'est qu'on parle de baisser les droits de douane. On l'a vécu avec Chine. On l'a vécu avec Chine en textile, et ainsi de suite, ainsi de suite. C'est-à-dire Sauf que contrairement à Chine, là, on est plus sur du... C'est pas du bas de gamme en fait, c'est ça qui est surprenant, c'est qu'aujourd'hui, alors c'est pas du haut de gamme, mais c'est du moyen de gamme mais qui cible bien du coup le marché européen. Qui cible très bien le marché européen. C'est aujourd'hui quand vous voulez chercher un véhicule électrique, effectivement, si vous cherchez du côté des constructeurs européens, soit c'est des très petites voitures, soit ça coûte très cher. Et donc, effectivement, ils ont ciblé exactement
j'allais dire, les catégories sociales qui seraient acheteuses de ce type de véhicule. Après, il va falloir suivre le modèle chinois. Il va falloir commencer à négocier beaucoup sur plus les transferts de technologie, venir, même si c'est des entreprises chinoises qui produisent en Europe. Est-ce qu'il ne faudrait pas conditionner, par exemple, certaines aides la transition à l'achat du véhicule électrique au fait que ce soit des véhicules électriques fabriqués dont la valeur ajoutée soit réalisée en Europe, faire du protectionnisme, quitte à ce que ce soit des Chinois. En fait, ce qui compte, c'est que cette valeur ajoutée, elle soit quand même réalisée en Europe. D'ailleurs, si on faisait ça, ils viendraient en Europe. Bah voilà, donc mais ils viennent, il y a déjà 3 usines locaux. Oui, contenus locaux, bien sûr. Mais c'est Bon, on aura l'occasion d'en reparler à de nombreuses reprises, je pense encore.